Hey, what's up guys, c'est Initium. Bienvenue dans cette grosse vidéo qui va être un petit peu longue peut-être, enfin c'est même sûr. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous raconter, à vous expliquer, à en discuter. Aujourd'hui, on va voir un peu toutes les étapes. Alors je vais essayer de ne pas rentrer en profondeur non plus dans, par exemple, comment fonctionne un LLM purement mathématiquement parlant, purement techniquement parlant, ou via du code, comment l'intégrer, etc. L'objectif d'aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse comprendre globalement comment ça fonctionne, ce que c'est, qu'est-ce qu'un LLM, qu'est-ce qu'un agent IA, comment ça fonctionne, comment bien coder avec des agents IA, comment bien leur prompter, les choses comme ça, enfin, essayer d'être généraliste tout en, voilà, apportant un côté un peu technique, un peu démystifier pas mal de choses. J'espère que ça sera utile, ça se trouve ça le sera pas, mais en tout cas, je fais de mon mieux, je prends un petit peu de temps, surtout qu'en ce moment j'en ai pas beaucoup, mais pour vous faire, voilà, ce petit cours, enfin c'est pas vraiment un cours, je m'estime pas être un prof, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aide. On commence tout de suite sur comment fonctionne un LLM, du token de mot prédit, les agents IA, les méthodes de travail, donc tout comprendre facilement, enfin j'espère. Donc au sommaire, on a directement comment fonctionne un LLM, et ça, bon, j'avoue, j'ai un peu triché, puisque je vais déléguer ça à une vidéo, et surtout une chaîne YouTube plus compétente que moi, j'estime, qui a été pas mal dans la vulgarisation, qui a fait un énorme travail vraiment monstrueux, donc vous allez voir ça après, voilà, je l'ai un peu délégué, parce que quand j'ai regardé les vidéos, j'ai dit, bah, c'est juste parfait, c'est trop bien, donc au lieu de refaire une vidéo par-dessus ou d'expliquer, vu que ces vidéos sont déjà vraiment selon moi parfaites et j'arriverai pas à la hauteur, autant directement vous les partager, que vous les regardiez, et je pense que ça pourra mieux vous aider. Qu'est-ce qu'un agent IA? Ensuite on verra les fondations du projet, enfin de création de projet, l'art du prompting, les gestions des modèles, les gestions des conversations, les agents multiples, et enfin comité souvent. Alors ça c'est beaucoup pour les développeurs. Alors vous allez voir, vu qu'ici je parle beaucoup d'agents IA et surtout orienté code, parce que bah, c'est beaucoup utilisé dans le domaine du code, moi-même j'utilise énormément, donc voilà, ça va être orienté code, mais si vous n'êtes pas développeur, ça peut quand même vous permettre de comprendre un peu l'architecture, comment ça fonctionne, donc restez, ça peut être intéressant. Et puis de toute façon, si ça allait pas, vous partez, hein, puis voilà, c'est réglé. Comment fonctionne un LLM ? Entre donc tokenisation, les embeddings, les transformers et la prédiction. Alors ici, de la phrase au vecteur. Donc l'étape 1, c'est la tokenisation, et l'étape 2, ça va être dans l'embedding. Alors qu'est-ce que la tokenisation? Le texte, il va être découpé en petits morceaux qu'on appelle des tokens. Je pense que sûrement vous avez entendu parler énormément. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y en a qui savent ce que c'est, d'autres non. Parce que des fois on dit, ah bah un token égale un mot. Non, pas du tout. C'est pas forcément des mots entiers, c'est précisé ici. Donc là, à chaque fois dans les exemples, pour simplifier, on va à chaque fois mettre des mots, mais ça peut être juste des caractères, ça peut être une virgule, ça peut être un morceau de mots, par exemple bonjour, ça peut être que le bon ou le bonge, mais pas le our. Voilà, enfin, un token, ça va être des morceaux de mots, des fois c'est des mots, des fois c'est pas des mots. Voilà. Chaque token ici vous reçoit un identifiant unique dans le vocabulaire du modèle. Ensuite, une fois qu'on a tokenisé les mots, donc on les a bien découpés en tokens, voilà, on va faire ce qu'on appelle de l'embedding. Donc là, chaque token ID, ici qu'on a pris, on va le convertir en un vecteur numérique, donc ici une liste de nombres, et ce vecteur va capturer le sens du mot dans un espace mathématique. C'est un peu, en machine learning, on utilise beaucoup quand on parle de vecteur et de vectorisation justement, l'espace 3D, où on voit le mot queen à côté de king, et le mot man à côté de woman, et que du coup on peut faire en fait du calcul vectoriel, et dire par exemple man moins king plus woman égale queen. Voilà, donc ça c'est des trucs qui sont assez courants, qui montrent en fait le sens des mots dans un espace en fait en 3 dimensions. Chaque vecteur va avoir ses valeurs, hein, c'est une liste de nombres ici tout simplement, qui va être encodée parce qu'évidemment la machine ne comprend pas des mots. Voilà, on est obligé de les transformer en mathématiques, puisqu'au final un ordinateur c'est des 0 et des 1. Donc transformer le tout en mathématiques, en chiffres, en nombres, pour que la machine puisse comprendre. Et donc c'est comme ça qu'on le fait, via des vecteurs, pour le sens des mots. Donc ici voilà, on précise, chat et chien sont proches dans l'espace vectoriel, le modèle comprend les similitudes sémantiques, puisque bah voilà, là c'est grâce à ça qu'il va pouvoir comprendre et se dire, ah oui, là on peut le voir, voiture n'est pas du tout proche en termes de vecteurs, contrairement à chat et chien qui ont des positions relativement proches comparées à voiture. Le transformer, alors ça c'est clairement le cœur du LLM. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder l'article scientifique qui est sorti, je crois, en 2017, si je dis pas de bêtises, Attention is all you need, qui explique un peu cette notion de transformer et du coup d'attention, dont les ancêtres étaient les RNN et les STM, pour ceux que ça intéresse. Ici, on va parler du transformer avec les multi-head attention, les multiplications de matrices et les couches empilées. En gros, vous allez avoir vos input tokens. Dans ces input tokens, on va les mettre dans une couche d'attention. Cette couche d'attention aura QKV, donc ici on peut le trouver en matrice, c'est queries key values, voilà. Ensuite ça va passer dans le réseau de neurones. Alors souvent c'est des multi-layer perceptrons, donc j'allais dire MCP, c'est trop matrixé, non pas des MCP, des multi-layer perceptrons, MLP pardon, voilà c'est ça, des MLP, je vais quand même juste chercher en tête 2 secondes, bougez pas, MLP, attention, pas confondre MLP et MCP, hein,
MCP, modèle contexte protocole, MLP, multi-layer perceptron, voilà, qui est une couche neuronale, c'est pas du tout la même chose. Modèle contexte protocole, c'est pour charger du texte, enfin des tokens dans un modèle et l'optimiser, et lui donner des outils, etc. Alors que le MLP, c'est un multi-layer perceptron, qui va être un réseau de neurones artificiels, tout simplement. L'un des premiers d'ailleurs, il date, franchement il date ce réseau neuronal. Ensuite on va faire une normalisation, et ensuite on va récupérer ces n couches, les stacker, et après vous allez avoir l'output du vecteur, globalement très vulgarisé, mais ici, si on prend quelques parties clés, la self-attention, ça va être le modèle qui va regarder tous les autres tokens pour comprendre le contexte, donc chaque mot il va savoir ce qui est important, c'est ça qui donne en fait cet aspect de se retenir des informations, ce qui marchait un peu moins dans les structures des LSTM et des RNN, qui marchait mais au bout de quelques dizaines de phrases, au bout d'un moment ça cassait, là où ça casse moins, même si voilà, il y a encore des limitations, notamment les contextes, mais ça c'est surtout d'ordre de puissance. Voilà, donc ça c'est important, c'est la self-attention qui va avoir dans ces couches-là, pour à chaque fois chaque mot. Les matrices donc, le QKV, qui va être des multiplications de matrices qui vont calculer l'importance relative de chaque token, donc ici c'est clairement juste du calcul matriciel, et enfin le N couches empilées, donc ici le LM va empiler des dizaines de ces blocs, et chaque couche va affiner sa compréhension. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu beaucoup en machine learning, en deep learning, quand vous êtes un peu dans ce domaine, et surtout à l'époque je trouve, c'est assez marrant, parce que même moi quand je suis rentré dans ce milieu, bon qui était déjà assez évolué, mais il y avait vraiment cet aspect il y avait pas mal de chercheurs, de profs que je pouvais lire ou qui me disaient, dans le machine learning, surtout après même dans le deep learning, c'est important de cibler les choses, on peut pas faire des gros modèles juste en bourrant plein de données, etc. On va essayer de prendre des bonnes données de qualité, très peu de données, mais des données de qualité, et les mettre dans des machines. Bon, quand je parle très peu de données, 10 000, 100 000, voilà, c'est relatif, on parle pas de 5 données, d'accord, pas un dataset à 5 lignes, mais très peu de données quand même, et en gros, on va mettre ça dans des petits modèles, quand on va faire des petites structures, donc on va avoir des modèles de machine learning, comme des random forest, des decision trees, du XGBoost, ça j'utilise en finance d'ailleurs, de tous ces modèles de machine learning, à chaque fois on dit, voilà, même dans le deep learning, essayez de faire avec des petits modèles, et en fait les LLM ont un peu cassé tout cet univers-là, où on dit, bah écoutez, le machine learning, deep learning, c'est une science très pointilleuse, où ici, voilà, on va pas bourrer avec plein de données, on va vraiment bien choisir les données, mettre quelques données, bien l'entraîner, bien regarder, bien gérer les hyperparamètres, etc., etc. Et là, en fait, on est arrivé avec quelque chose où, bah non, en fait, il suffit d'avoir juste, vous prenez plein de matrices, alors juste, on met des guillemets, on se calme, mais vous prenez plein de matrices, faites la multiplication de ces dizaines de blocs de matrices, et vous bourrez, vous retrouvez avec des réseaux neuronaux, avec des paramètres, des 6 millions, 8 milliards, etc. Et donc ça explose, et donc on se retrouve avec des énormes structures, avec des grandes couches profondes neuronales, on se retrouve avec des gros engins où vraiment on leur bourre plein de données, ici donc en l'occurrence beaucoup plein de textes, et let's go on y va quoi, donc ça c'était assez marrant je trouvais, voilà petite anecdote, mais ça cassait un peu cet aspect de voilà il faut y aller avec précision etc, de bah juste on prend un gros modèle, on bourre, on met plein de puissance de calcul, et ça passe. Je me permets de vous partager ces deux vidéos, voilà, de 3 Blue, 1 Brown, qui est doublé d'ailleurs en toutes les langues, hein. Vous allez pouvoir retrouver vraiment énormément de langues, puis vous avez tous les sous-titres ici, et vous avez donc les modèles de langage en bref, pour ceux que ça intéresse, donc c'est vraiment pour une introduction pour les juniors, enfin ceux qui sont pas trop dans ce milieu-là, et ensuite ça vous intéresse d'aller un peu plus profondément, bah, vous allez dans Mais c'est quoi un GPT, dans cette vidéo-là, Deep Learning chapitre 5, d'ailleurs il a fait une série qui est vraiment pas mal, qui ici rentre beaucoup plus en détail dans justement les matrices, les piles de matrices là, que je vous parlais, comment ça fonctionne, multi-layer perceptron, voilà ce que je disais. Si ça vous intéresse, je me permets de vous le mettre là parce que vraiment super bon travail, c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez un peu approfondir, juste au moins pour votre culture, wow, comme ça vous voyez que bah ouais c'est pas de la magie en fait, hein, c'est que des maths derrière, même si c'est très stylé, d'accord. Mais voilà, c'est pas de la magie, comme ça vous comprenez un peu comment ça marche derrière, et je trouvais que c'était vraiment bien vulgarisé. Ensuite, prédire le prochain token, donc qu'est-ce qui se passe? Alors attention ici, faut pas confondre deux choses, parce que souvent les gens le confondent, et moi ça m'embête beaucoup, c'est qu'en fait il y a deux mondes. Il y a l'inférence, donc c'est l'utilisation, c'est le fait d'appeler le modèle et qu'il prédise, donc qu'est-ce qui se passe ici quand on va appeler le modèle avec des données, quand on va mettre notre prompt, nos contextes, etc. Ici il va y avoir une forward pass, donc les embeddings ici qu'on va du coup forcément transformer, donc tokeniser, puis après transformer en embeddings, que je vous ai dit tout au début, vont être passés dans le modèle. Dans le modèle il va traverser toutes les couches du transformer et toutes les couches neuronales. Ensuite, il va définir un score brut, donc ici la dernière couche. La couche de sortie va produire un score pour chaque token. Ce score, on lui passe dans une fonction softmax. Pourquoi? Parce que la fonction softmax, elle va pouvoir transformer les valeurs déjà en positif, et surtout, elle va les mettre entre 0 et 1. On va pouvoir les mettre en pourcentage. Donc du coup, on le passe dans cette fonction softmax qui permet de faire cette transformation mathématique. Et ensuite, il y a la prédiction. Donc le token avec la plus haute probabilité est sélectionné comme prochain mot. Donc là, ça nous donne quelque chose comme la vie est. Et ensuite, le prochain token ici va prédire. Donc soit on a belle à 42%, courte 31%, dure à 27%. Donc ici, il va choisir
belle. On a ici d'ailleurs, là, je l'ai pas rajouté, mais voilà, pour votre culture, s'il y en a que ça intéresse, il y a la constante qu'on peut rajouter, la constante de température qui va modifier l'équation. Ça permet tout simplement de rebalancer un peu les cartes, et du coup, plus la température elle est élevée, c'est pour ça que plus il choisit des mots improbables, plus elle est réduite, voire même à 0, plus ça va être déterministe, parce que ici, quand vous allez mettre cette constante T, donc cette température que vous allez la faire varier, plus elle va être haute, plus elle va bouger en fait ses probabilités. Donc on va se retrouver par exemple avec belle qui va devenir peut-être 13%, et peut-être ça va être un autre mot comme dur qui va venir à 40% par exemple. Donc ça rebat un peu les cartes de probabilité. C'est pour ça qu'on dit que le modèle il est entre guillemets plus créatif, parce qu'en fait il va prendre des mots qui sont techniquement moins probables, et ça nous permet en fait de générer des mots un peu différents, et donc des phrases complètement différentes. Et ensuite on a l'entraînement, donc du coup qui est différent. L'entraînement c'est quoi? C'est en gros c'est figé dans le temps. Ici on va lui donner des milliards de textes, et le modèle il va essayer de prédire le token suivant. Il va le faire avec l'erreur, donc la loss. Ici on va mesurer à quel point la prédiction elle est mauvaise, et le but ici c'est d'avoir la loss la plus réduite possible. Alors attention, il y a aussi des cas, notamment en machine learning, mais d'overfitting, donc le modèle il va apprendre que sur les données d'entraînement, et il va être super bon, mais que sur les données d'entraînement. Il y a la backpropagation, donc l'erreur qu'on a mesurée va remonter à travers toutes les couches pour ajuster les poids. Donc il y a la forward propagation qui va se propager en avant, et la backpropagation qui va se propager en arrière pour réajuster les poids des réseaux neuronaux. Il y a les itérations, donc ça va se faire des milliards de fois. Donc les poids, donc ici les matrices, ils vont s'affiner progressivement petit à petit au fur et à mesure de l'apprentissage, et c'est pour ça qu'on appelle ça des itérations. Ça s'appelle des époques. On va mettre, voilà, je mets 3 époques, 4 époques, 30 époques, donc à chaque fois, chaque époque ça correspond à tout un cycle. Et enfin le résultat, donc le modèle il va comprendre entre gros guillemets le langage sans jamais avoir été programmé, et donc ça c'est l'entraînement. Et l'entraînement c'est fait une fois, c'est figé dans le temps, enfin une fois c'est fait, voilà, on va entraîner une fois, bam, le modèle il est fini. Il est entraîné, il bougera plus, ces neurones artificiels ne bougeront plus, sauf si après vous faites un peu de fine-tuning, mais ça c'est un autre cas. Vous pouvez l'utiliser, et quand vous allez l'utiliser, vous allez faire de l'inférence. Il va run chez vous, sur le modèle que vous utilisez quoi, il va run, vous allez faire de l'inférence, et donc quand vous allez mettre des données dans son contexte, là il va pouvoir comprendre, entre guillemets, va pouvoir parler sur vos données parce que vous l'avez mis dans son contexte. Par exemple, quand vous faites un RAG, vous allez prendre du coup des mots, certaines parties de mots essentiels, là aussi d'ailleurs avec des vecteurs, mais bref, et vous allez charger dans le contexte, et c'est avec ce contexte-là qu'il va se baser dessus pour générer la réponse. Et donc, en fait, il a pas été entraîné sur vos données, pas du tout, loin de là, ça faut arrêter avec cette connerie. Il a juste récupéré des choses dans le contexte, il a prédit. Et ça marche d'ailleurs pour les skills, les rules, vous savez, les choses un peu de nouvelle génération que là je vais essayer de vous présenter. En fait, on va injecter des instructions et des mots pour orienter son système et qui prédisent et qui aillent dans le sens qu'on veut, en lui disant voilà, t'es expert en ci, tu fais ça, mais c'est que des mots qu'on va mettre dans son contexte, c'est tout. Il n'y a pas d'entraînement dessus, il n'y a pas de fine-tuning ni rien dessus quoi. C'est important de le préciser. Ensuite, 2. Qu'est-ce qu'un agent IA? Le LLM comme moteur, la boucle agentique et les types d'agents. Ici, l'agent IA, on va utiliser le LLM comme cerveau. Ce qui se passe, c'est que bon, déjà ici un agent, c'est pas une IA magique, voilà, c'est un LLM avec des outils et une boucle d'itération. On va mélanger ici de l'algorithmique et de la partie IA, donc ici LLM, Deep Learning si on veut être précis. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a le LLM, donc c'est notre cerveau ici. Qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir lui brancher, on peut lui brancher tout un tas de choses. Donc lui, il va avoir un contexte dans ce LLM. Ici, on peut lui brancher une mémoire, le contexte, l'historique, par exemple vos messages, vos conversations. On va lui mettre aussi des instructions, donc tout ça c'est que du texte qu'on va organiser et mettre dans le LLM à certains endroits dans son contexte simplement. Voilà, des instructions, donc du système prompt, voilà, tu es expert en ci, tu fais ça, tu dois faire comme ci, comme ça, pour le guider. Des outils, donc là ça peut être via des MCP, via des rules, via des skills, via plein de choses, pour lui dire voilà, tu utilises comme ça pour faire, tu utilises telle chose pour appeler telle API, tu dois faire telle commande pour utiliser telle chose, etc. Et l'utilisateur, donc l'objectif final, ici vous allez vous mettre votre petit prompt à vous, dedans, qui souvent va se mettre en fin de boucle. Ici, la boucle ça va être penser, agir, observer, penser. Souvent c'est la plupart des boucles comme ça. Donc ici un agent c'est pas magique, c'est un LLM qu'on laisse décider quand et comment utiliser des outils pour atteindre l'objectif. Donc en gros on met un LLM et on lui met tout un tas de spécifications, des outils, des instructions, voilà, on le guide, et on lui dit voilà, par rapport au prompt que l'utilisateur lui donne, tu te débrouilles par rapport à tout ce que tu as et tu fais ce que tu as à faire. Globalement, c'est ça l'idée. Et en fonction de ça, il va déclencher des outils, et donc générer du code pour appeler par exemple en JSON, pour déclencher, générer, appeler un outil, tester un autre outil, donc il génère en fait, par exemple, je sais pas, vous avez une fonction qui s'appelle Hello World, il va générer Hello World, il va l'envoyer dans du JSON, il va appeler, vous avez un algorithme
prédéfinie, très simplement, qui va détecter que il y a Hello World qui est pris en entrée dans cette API. Hop, la fonction se déclenche et elle return du texte, ou enfin elle return ce que vous souhaitez. Si c'est du calcul, ou voilà. Elle return, hop, et elle envoie au LLM, et le LLM il a la réponse, et avec cette réponse il peut vous répondre. Ici il y a différents types d'agents, donc c'est un peu comme des Lego, vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez, hein. Vraiment la créativité est la seule limite quasiment, parce que ici en fait on va assembler des blocs selon le besoin. Alors il y a différents types, alors là j'ai mis 6 types, mais ici on peut encore imaginer faire d'autres hybridations, hein. Tout est possible. Je vais vous présenter d'abord le React Loop. Alors qu'est-ce que le React? Attention à ne pas confondre avec le framework React, rien à voir, ça c'est un framework de front-end, rien à voir. Ici le React Loop, il va penser, agir, observer. Donc ici c'est une boucle assez simple, on va lui mettre des outils, par exemple rechercher sur le web, exécuter du code, et ici il va faire des tâches, donc ça c'est parfait pour les tâches séquentielles, il va réfléchir, il agit, il utilise un outil, puis il observe le résultat de cet outil. Ça permet aussi d'utiliser plusieurs outils à la fois. Donc des fois il va se dire, tiens, on me demande de rechercher sur le web et ensuite, je sais pas, de regarder la météo du jour, parce qu'on lui met une API de météo, qu'est-ce qu'il fait? Il va rechercher sur le web un prompt que vous avez donné, hop, il récupère l'information, et ensuite il dit, ah oui, mais attends, j'ai pas encore fini ma tâche, hop, je vais chercher la météo. Et puis il vous return la recherche que vous voulez sur le web et la météo du jour. Du coup, il va s'auto-déclencher, rester dans cette boucle, et tant qu'il appelle des outils, il reste dans la boucle. Et dès qu'il a fini, hop, là il vous génère la réponse avec le résultat des outils qu'il a appelés. On a ensuite le planificateur. Alors ça, c'est un agent qui va planifier d'abord toutes les étapes, puis les exécuter. Donc ça va être super bien pour des projets complexes multi-étapes, où du coup, l'agent va s'auto-poser, s'auto-créer des tâches, en se disant, oh ok, la personne me dit, tiens, construis-moi un hélicoptère. C'est un gros problème quand même. Donc on va découper ça en plusieurs étapes. Donc étape 1, on va devoir comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on va devoir faire de la mécanique, etc. Puis ensuite le châssis, puis ci, puis ça. Et puis il va faire des petites étapes. Et après, chaque tâche va être exécutée petit à petit. Donc voilà, là il va planifier. L'orchestrateur et les sous-agents. Alors ça, c'est un agent-chef, donc l'orchestrateur, qui va déléguer à des agents spécialisés, donc recherche, rédaction, code, etc., comme un chef de projet avec une équipe. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est ce que je fais en fait, principalement avec mon Jarvis. C'est en gros, je fais un orchestrateur qui, lui, dedans, va avoir de la métacognition, dedans il va avoir aussi déjà des tools assez classiques, etc. pour appeler, faire 2-3 trucs, mais quand il a besoin, voilà, par exemple de la finance, du code ou des choses comme ça, il va appeler directement des sous-agents spécialisés qui vont s'exécuter, et donc ça c'est le truc que j'aime bien utiliser. Après vous pouvez faire plein de façons, hein. Il y a des orchestrateurs qui vont obligatoirement rediriger dans des sous-agents. Moi par exemple dans mon Jarvis, lui il va, si la question elle est basique ou c'est oui comment tu vas, ça va bien ou quoi, il va répondre lui-même, l'orchestrateur va répondre, puisque au final c'est que un LLM, enfin généraliste classique, et on va pas lui mettre dans des sous-agents qui ont des systèmes d'instruction, etc., ou peut-être des outils spécifiques. Ensuite, on a l'autoréflexion / critique, donc ici l'agent, il va générer, il va évaluer sa réponse et se corriger lui-même. Donc ici, ce qui est bien, c'est que ça va améliorer la qualité sans intervention humaine. Ça, c'est vraiment bien, surtout dans, par exemple, de création de MD files, de skills, de rules, de choses comme ça, de systèmes d'instruction, parce que vous allez lui dire, voilà, j'ai ce problème-là, j'aimerais, par exemple, je sais pas, que tu sois en tant qu'agent IA spécialisé dans la finance, voilà toutes les règles de métier que j'ai, etc. Essaye de bien les formuler, bien les mettre, pour aussi optimiser, pour pas qu'il y ait tant de tokens et exposer la fenêtre contextuelle du modèle, mais tout en ayant une bonne connaissance, une bonne compréhension des choses. Et donc, lui, ce qu'il va faire, il va générer ça, il va s'auto-appeler lui-même pour se tester, pour voir s'il a des bonnes connaissances, et en fonction des retours, il va itérer, modifier son système d'instruction, et donc, enfin, système d'instruction ou les skills, enfin voilà ce qui se charge dans son contexte lui-même, il va modifier les mots qui se chargent, et donc il se parle un peu à lui-même, il regarde ce qui fonctionne mieux par rapport à votre besoin, et donc c'est un peu de l'autocritique et de l'autogénération. Alors ça, attention, il faut quand même mettre des breakpoints et pour sortir de la boucle, parce que sinon ça va vous exploser si vous payez en plus des tokens à l'utilisation, ça peut coûter très vite cher, donc il faut mettre des breakpoints et dire voilà, tu testes ça 5 fois et après t'arrêtes et on fait un débrief, parce qu'il peut être très vite dans une boucle et il va s'auto-corriger à l'infini en disant il faut à chaque fois que je change un truc et tout, et jamais se dire non, c'est bon, c'est fini. Donc ça, faut faire attention, mais ça fonctionne vraiment bien pour pas mal de concepts. Ensuite, on a le RAG agent, donc là tout simplement l'agent, il va récupérer des docs pertinents dans une base de connaissances avant de répondre, donc comme un chercheur qui va consulter ses notes. Donc tout simplement, voilà, vous faites un agent, vous pouvez mettre un RAG en outil, et quand il a besoin de connaissances dans un domaine spécifique, il va chercher dans vos données à vous que vous avez au préalable vectorisées, puis mis via un système RAG, via du re-ranking, via voilà, votre similarité par cosinus, et tout un tas de trucs que vous pouvez faire. Bref, j'ai pas fait un cours sur les RAG, mais il y a vraiment plein de types de RAG qu'on peut faire, c'est aussi comme des Lego. Mais voilà, c'est un RAG agent qui va appeler une base de connaissances, faire une similarité vectorielle entre votre prompt et donc votre RAG, votre base de données de connaissances, et récupérer les textes associés et les mettre dans l'agent, et puis il va vous répondre. Et enfin, le multi-agent spécialisé. Alors ça, voilà, c'est par exemple un codeur, un reviewer, un testeur. C'est ce que j'utilise pas mal. Chaque agent, il va avoir son contexte propre et son rôle. Donc ça, c'est vraiment le meilleur setup pour des projets et des logiciels sérieux, parce que vous allez lui dire, et ça j'utilise beaucoup dans mon travail au quotidien, quand tu dois coder, ce que tu fais, tu veux utiliser cet agent
agent IA, donc soit LLM avec une contexte vierge et juste avec les systèmes d'instruction de voilà, tu es spécialisé dans le code, tu dois faire du code, hop, il code. Ensuite, il balance ça à un sous-agent qui va review le code, qui va être neutre, parce que c'est pas lui qui l'aura créé, entre guillemets, c'est un autre agent avec une fenêtre contextuelle clear, sans contexte et tout, juste avec la spécialisation que c'est un reviewer. Il review le plus objectivement possible le code, puis après on passe à un agent qui va tester, et donc il y a toute cette boucle d'itération, et donc ça c'est vraiment bien, parce que chaque agent a son propre contexte, chaque LLM a son propre contexte et donc il n'est pas influencé parce que forcément ça va auto-influencer. Si vous avez demandé à un LLM de coder quelque chose puis ensuite de le tester puis de le review, il sera pas objectif entre guillemets parce que il l'a codé donc il va aller dans son sens à lui. Et moi ça m'est arrivé pas mal de fois où l'agent il va par exemple des fois se coder des tests parce qu'il sait que ces tests vont passer avec ce que lui il a codé, sauf que non, nous on veut des tests objectifs, ça évite qu'il réorganise les tests par rapport à son code qu'il a créé, donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'objectivité. Ici, je fais une petite aparté sur les outils qui existent actuellement, surtout dans la partie code, avec plein d'agents IA qu'on peut faire plein de choses, mettre des skills, des agents, des sous-agents, etc. Pour ceux qui connaissent ou connaissent pas, ou voilà que ça intéresse, je vous présente ici, il y a Claude Code, qui selon moi est un des meilleurs pour l'instant, alors où je tourne cette vidéo, il y a Codex, CLI, il y a Gemini CLI, et enfin il y a OpenCode. Voilà, je voulais juste faire une petite aparté. Passons aux 3, les fondations du projet. Donc là, quand vous avez créé un projet, notamment dans la partie pour les développeurs, là on va parler beaucoup de création de projet et de code, notamment dans la tech. Et donc je vais donner des petits tips qui sont subjectifs et propres à moi. J'espère que ça vous aidera. Petit disclaimer, je vous dis ce qui fonctionne pour moi et ce que je trouve vraiment, c'est vraiment pas mal. Je suis pas là pour imposer, dire ouais ça fonctionne le mieux, c'est trop bien et tout, ça dépend de chaque situation, etc. Donc voilà, nuancez mes propos s'il vous plaît. Voilà, ne pensez pas que c'est parce que je l'ai dit que c'est forcément le cas, non. Mais en tout cas, c'est les choses que je peux conseiller, puis tester, puis ça se trouve ça marchera pour vous, comme ça se trouve ça marchera pas. En tout cas, ça marche beaucoup pour moi, donc j'ai envie de vous le partager, ça fait plaisir. Architecture, rules, skills, posez les bases avant de coder. Ici, il faut structurer son projet dès le départ, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Donc un fichier, un dossier rules, un dossier skills, voilà, la trinité du projet IA. Déjà, ce que je fais dans chaque projet tech, je fais un architecture.md. Dedans, il y a la description du projet, il y a la stack technique, il y a l'arborescence des dossiers, il y a le flux des données, l'API, les décisions techniques clés, les mises à jour à chaque sprint. Il faut par contre que ça soit court et précis, parce que le LLM et l'humain, le but c'est que ce soit lisible par les deux. C'est qu'en gros, ce fichier, il doit servir à comprendre le projet rapidement par un développeur humain comme un agent IA. L'avantage d'ailleurs avec tout ce qui est agent IA, etc., c'est que ça oblige de plus en plus dans les projets tech, dans la tech dans l'ensemble, à documenter les choses, pas juste à mettre des commentaires ou vite fait des trucs dans du code, c'est à documenter les choses, à faire des bons fichiers MD, pas trop grands parce que vous avez exposé le contexte, ça sert à rien, mais très précis, direct, qui va être très lisible rapidement pour des agents IA et pour des humains. Et donc pour de l'onboarding c'est beaucoup plus facile. Donc ça c'est vraiment l'avantage je trouve des agents IA qui apparaissent dans la tech, c'est que ça nous oblige en fait à faire de la documentation partout et à bien comprendre le projet, etc. pour le faire évoluer. Et donc pour les humains c'est plus facile aussi après d'aller sur un projet qu'on n'a jamais été et puis de juste lire ça et de comprendre le projet et puis pouvoir continuer à évoluer ou à maintenir le projet. Les rules, donc faire un petit rules, donc moi souvent ce que je fais un point agents, dedans je fais un dossier et dans ce dossier je fais un sous-dossier rules, un sous-dossier skills et dedans je mets mes différents MD. Donc par exemple dans le rules, on va mettre des conventions de code, des clean codes, du nommage. Par exemple, on va dire voilà, au-dessus de 400 lignes de code, tu t'arrêtes, tu t'optimises, tu factorises, tu crées 2 autres codes. Mais attention à pas faire du code d'organisation en spaghetti. Enfin voilà, les stratégies de test, la gestion d'erreurs, le formatage, le linting, etc. Ici, ça va être vraiment les règles globales du projet que l'agent va devoir suivre automatiquement quand il se connecte à ce projet. Ici, le /skills, vous allez avoir dedans, en fait, ça remplace, entre guillemets, alors j'aime pas ce mot, ça remplace pas vraiment la MCP, c'est vraiment différent. Parce que le MCP, c'est quand vous allez pouvoir vraiment organiser, par exemple, je sais pas, vous êtes dans une entreprise, vous allez vouloir qu'un design fonctionne pour tout le monde, du coup, vous allez mettre sous forme d'MCP tout le design et puis tout le monde va utiliser ce MCP. Voilà, et vous n'allez pas mettre des skills chez chaque personne et donc quand vous allez update votre design, vous allez devoir modifier le skills de tout le monde. Voilà, donc là, vous allez centraliser les choses. Mais ici, en tout cas, les skills, ce qui est important, c'est que c'est un peu comme c'est aussi un peu comme le MCP, c'est dans les outils. Mais ici, vous allez dire, voilà, tu peux appeler, tu fais tel call pour faire de l'API REST, tel call pour appeler la DB, l'authentification JWT, l'écriture de tests, le déploiement, les choses réutilisables et modulaires. Enfin voilà, vous allez mettre plein de petits outils qui va appeler, qui va utiliser. Donc ici, c'est vraiment le bloc de savoir-faire qui va être réutilisé dans votre projet. Donc c'est comme les fonctions, voilà, que je vous ai dit tout à l'heure pour l'agent, execution tools. Ensuite, l'art du prompting. Donc ici, très important, selon moi, en anglais, de la précision, du pair programming. Et pas de vibe coding. Ici, je parle bien sûr pour les développeurs, principalement pour des gens qui ne sont pas tech et qui veulent créer des projets. Évidemment, le vibe coding, voilà, c'est une porte d'entrée. Même s'il faut faire attention, il faut vraiment être bien cadré, etc. Et puis, si possible, il faut que des développeurs ou des gens dans l'infra et de sécurité vous fassent tout un tas de rules, de skills et tout pour que vous puissiez faire quelque chose, parce que sinon, ça va être un carnage le vibe coding. Il faut comprendre le code, ou il faut être encadré par des gens qui comprennent le code, qui vous donnent un élément, qui vous donnent un fichier, enfin un dossier, une sandbox pour lequel vous allez pouvoir vibe coder. Mais sinon,
c'est un carnage. Ici, qu'est-ce qui fonctionne en tout cas pour moi, c'est les prompts qui vont être efficaces, les règles d'or, toujours en anglais, parce qu'évidemment ici, les LM ils sont entraînés majoritairement en anglais, surtout pour le code. Il y a une meilleure compréhension, il y a moins d'ambiguïté, il y a de meilleures réponses. Il faut être ultra spécifique, donc par exemple, vous n'allez pas mettre fix the bug, vous allez dire non, ici, va dans source, authentification, login.ts, ligne 42 si vous êtes encore plus précis et consommer moins de tokens, mais sinon vous dites juste login.ts, ici token validation returns undefined, fix only this function, do not modify the interface, voilà. Donc très important aussi de préciser qu'il ne doit pas faire des choses, donc ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, bah d'ailleurs c'est transition toute faite, dire ce qu'il ne doit pas faire aussi, do not refactor other files, do not add new dependencies, only modify the function X. Donc là on va contrôler le scope et on va éviter les surprises. Il y a aussi, bon bah forcément pour les développeurs, pas de vibe coding, comprendre le code généré c'est obligatoire. Bon en plus moi je m'estime être encore junior dans la tech et dans ce monde là, donc moi je m'en sers aussi pour apprendre, parce que des fois ils génèrent des trucs et je suis curieux, je dis attends mais comment t'as fait ça, comment t'as fait ci, et ils m'expliquent et j'apprends plein de choses, notamment par exemple avec Cloud Code qui exécute des commandes bash, donc j'apprends beaucoup le bash grâce à ça. Mais voilà, l'IA c'est un outil de pair programming, c'est pas un remplaçant, donc lisez, challengez, modifiez manuellement si besoin, n'hésitez pas. Pointez sur les fichiers, donc indiquez exactement le fichier et la ligne. Exemple, donc ce que j'ai montré, voilà, dans rulesecurity.md, add a rule about SQL injection. L'agent il va savoir exactement où aller et quoi faire, que faire et agir. Enfin, challenger l'IA, donc on lui demande voilà, pourquoi ce choix, est-ce qu'il n'y a pas une alternative plus simple, quels sont les risques, voilà, le LM il doit justifier ses décisions, en fait vraiment du pair programming. C'est comme ça aussi que des fois vous vous rendez compte, ah bah ouais il a fait une telle solution mais c'était peut-être pas bien de faire ça. C'est juste que lui il va toujours dans votre sens et puis il va dans un sens si on lui spécifie pas un peu dans son coin. Il faut dire non mais attends, mais moi j'ai telle problématique, j'ai tel souci, c'est pas compatible ce que tu fais là. Et donc parler en fonction quoi. La gestion des modèles, donc le bon modèle pour la bonne tâche. Économiser des tokens et du temps. Ici, très simplement, très rapidement, voilà, choisir son modèle intelligemment parce que c'est une question de vitesse, de coût et de capacité. Je vous donne un exemple, ici on prend l'exemple de Cloud Code avec Anthropic. Vous avez utilisé le modèle Sonnet quand ça va être rapide, économique, pour des petites modifications de code, des corrections de bugs, des questions rapides sur la codebase, des générations de tests unitaires, des refactoring mineurs, des documentations d'une fonction. Ça va être 5 à 10 fois moins cher. Et Opus, vous allez utiliser, notamment ici actuellement Opus 4.6, quand vous avez besoin de puissance et des tâches complexes, donc l'architecture d'une nouvelle feature, du refactoring majeur multifichier, du débugage complexe, de conception de système, base de données, etc., revue de sécurité très approfondie, de la planification d'un sprint complet, enfin voilà, tous ces domaines-là. Ensuite, pour la gestion des conversations, donc ici c'est la méthode en fait un peu backlog, c'est voilà, enfin du sprint agile, du contexte propre et de planifier avant d'agir. Donc ça d'ailleurs c'est l'avantage, c'est que je trouve que l'arrivée aussi des agents IA et toute cette partie LLM pour coder, ça oblige aussi à exécuter correctement les choses et pas partir un peu dans tous les sens. C'est d'exécuter de cette façon, travailler en sprint comme la méthode agile, donc des petites tâches, tester, mettre à jour, recommencer. On planifie d'abord, l'agent il va lire par exemple l'architecture d'ATMD que je vous ai parlé tout à l'heure, les rules, comprend la demande. Ensuite, vous allez discuter, échanger avec l'agent avant de commencer, valider l'approche, ou vous pouvez faire des agents qui discutent entre eux. Coder, l'agent il va coder une seule feature à la fois, pas plus, donc passer par un sub-agent qui est spécialisé dans le codage, ensuite passer par un sub-agent qui va tester, donc tester chaque feature après son implémentation, toujours pour tester s'il n'y a rien dans votre plateforme, dans votre projet qui a cassé, de par cette génération, cette intégration de feature ou cette modification. Et enfin le commit, donc commiter quand tout est fonctionnel, et mettre à jour et synchroniser évidemment, avant de commiter bien sûr, l'architecture.md. Et ici aussi très important, une conversation égale une tâche, nouvelle conversation, et plus le contexte est long, plus l'appel API est lent et coûteux évidemment, donc ça aussi il faut faire attention, pour ça que je parle de petites tâches. Et l'historique de conversation pollue le contexte, donc gardez-le court et logique. Parce que si vous commencez à intégrer plusieurs features dans une même conversation, ça peut automatiquement polluer et intoxiquer le LLM, il peut vous faire des choses moins bien, parce qu'il va vous baser sur une autre feature précédente que vous avez créée, qui n'est pas compatible ou qui ne va pas, et donc il va se perdre un peu, donc voilà, faut faire attention, faut être très précis, et à chaque fois, on repart d'une bonne conversation clean à chaque nouvelle feature, nouveau besoin. En 7, les agents multiples, donc chaque agent a son rôle, pas de biais, du contexte pur, donc ça en vient un peu ce que j'ai dit, donc ici, voilà, le trio gagnant par exemple, 3 agents, 3 rôles ici, chaque agent va avoir son propre contexte, donc on n'aura pas des biais croisés dans le contexte, on aura un agent codeur qui lui va voilà, avoir son système prompt, va expert développeur, etc., etc. Un contexte, alors vous mettez pas juste expert développeur, hein, enfin en plus vous le mettez en anglais, hein, c'est juste un exemple, mais voilà, il va avoir son système prompt exprès, son contexte, avec les fichiers qu'il doit cibler, sa mission,
Et ici, il va faire que coder. Voilà, il va pas tester, il va pas faire du review, il est pas biaisé. Ensuite, ça passe à un agent reviewer qui va aussi regarder. Lui, il va pas avoir le contexte de la conversation de code, donc c'est cool, il sera pas biaisé. Et enfin, l'agent testeur aussi, donc pareil, vous pouvez utiliser dans l'ordre que vous voulez, hein, c'est juste un exemple ici comme ça, qui lui va faire ses tests en fonction de ce qui a été codé ou de ce qui a été review. Et pourquoi en fait? Parce que chaque agent ne va avoir que le contexte nécessaire à son rôle, ce qui enlève du billet, et donc vous avez de la meilleure qualité, et vous avez aussi des coûts réduits. Et enfin, committer souvent, donc chaque feature testée égale un commit, revenez en arrière sans peur, ça c'est très important, parce que ça arrive quand même malgré toutes ces pratiques, toutes ces mises en place, bah des fois il y a un truc qui va péter, voilà, c'est comme ça, hein. C'est des fois il va changer un truc, ou il va modifier un truc qu'il fallait pas. En faisant des commits souvent, ça permet de dire bon ok pas de souci, là voilà, j'ai voulu faire une petite feature, vu qu'on fonctionne à chaque fois en petite feature, j'ai ajouté une nouvelle petite feature, ça a tout pété, je reviens sur ce que j'ai fait précédemment, pas de souci, on repart d'une bonne base et on recommence, on reprend, on reteste des choses, etc. Pas de souci. Et comme ça vous évite de dire ah oui mais en fait j'ai codé telle feature, telle feature, telle feature. En fait si je recommence de zéro et j'essaie de lui redemander d'aller revenir en arrière et tout, et ça c'est très bourbier, c'est compliqué, ça marche pas, c'est chiant. Je vais perdre toutes mes features qui elles étaient bien intégrées. Chiant, donc voilà, committer souvent à chaque dès que ça fonctionne, dès que tout a été testé, etc. On commit, on push, on est content. Voilà, donc merci d'avoir cette grande vidéo. Donc n'oubliez pas quelques petits rappels, le LLM prédit des tokens, c'est pas de la magie. Un agent IA égale LLM plus outil plus boucle. Posez les bases dans vos projets, surtout de tech, architecture.md, rules, skills. Voire même agent. Promptez en anglais, soyez précis et pointez sur les fichiers quand vous avez besoin. Faites en forme de sprint avec une tâche, une conversation, un commit. N'oubliez pas, personne tiam à Sandy Mousse. Likez, subscribez et commentez. Oh, je suis vraiment youtubeur. En vrai, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais en tout cas, j'espère que ça vous sera utile. C'est vraiment le but. C'est vraiment le but de vous partager et que ce soit utile. Parce que vraiment, je trouve que l'IA, c'est une avancée formidable qu'on peut vraiment, enfin, surtout les LLM et l'aspect agentique, hein, voilà, parce que l'IA, ça veut tout rien dire. Mais bref, je vais pas faire mon data scientist chiant. Je trouve que c'est une opportunité et que quand on l'utilise bien, ça peut être vraiment une révolution industrielle. Moi, je trouve que ça l'est déjà. Et qu'on peut vraiment élever la société, élever les humains avec ça. On peut aller très loin, mais il faut que ça soit utilisé intelligemment. Ce qui, j'ai peur, ne soit pas le cas. Mais en tout cas, voilà, on essaye d'utiliser le mieux possible, de faire le plus de bien possible. C'est très bateau, mais c'est vrai. D'aider le plus de gens possible et que l'humanité, améliorer l'humanité. Petit message de fin, parce que évidemment, il faut qu'on soit une civilisation interplanétaire. Il faut qu'on parte dans l'espace. Je pars dans tous les sens. Voilà. C'est la fin de la vidéo, c'est bon, je m'emporte. Mais il faut que l'humanité aille conquérir l'espace, qu'on trouve de nouvelles technologies, que la fusion nucléaire fonctionne, qu'on ait des vaisseaux spatiaux évidemment. Donc je pense qu'avec l'IA on peut avancer grandement et ça peut nous faire découvrir pas mal de choses, pas mal de recherches. J'espère, en tout cas, je suis parti très loin, mais j'espère que ça vous aidera. En fait déjà le but c'est que ça vous aide. Moi je peux pas m'en passer, c'est vraiment une révolution technologique, j'apprends énormément, parce qu'encore une fois j'estime que je débute dans la tech, mais j'apprends énormément, c'est trop bien. Donc voilà, c'était petit message de fin à cœur ouvert, parce qu'il faut changer le monde, c'est important. Et oui, il faut changer le monde en bien, faut préciser quand même. Parce qu'il y a pas mal de choses qui partent en vrille ces temps-ci, c'est pas bien. Donc il faut rétablir l'humanité, le remettre sur les rails, si possible. Donc j'espère contribuer à ça. En tout cas, c'était Initium. Likez, abonnez-vous, partagez. Dans une prochaine vidéo. Salut!